Je te propose un deuxième exercice méthode sur une étude de fonctions trigonométriques dans laquelle on va retrouver de la dérivée, de l'étude de signes, du repérage sur le cercle trigo pour justement étudier le signe de la dérivée, les variations et une petite histoire de parité de fonctions. Donc on va regarder ensemble cet exercice-là. Alors trois questions. On travaille avec cette fonction h de x. Question 1, calculer la dérivée h'. Donc la fonction h, je vais la réécrire. Alors c'est une fonction trigo parce qu'on trouve un terme à l'intérieur de la fonction qui est un terme trigonométrique, ok, sinus x. Cette fonction est définie sur R, d'accord, et on veut sa dérivée h' de x. Alors attends, avant d'écrire h', je vais juste réécrire h de x sous cette forme-là. Tu vois, 1 demi x, je vais l'écrire x sur 2, pardon, je vais l'écrire 1 demi x. Parce que des fois, c'est confus pour certains élèves de faire la dérivée de x sur 2. Certains s'y perdent et veulent faire une forme u sur v, etc. C'est trop compliqué tout ça. X sur 2, c'est comme 1 demi x, tu vois. Et la dérivée de 1 demi x, c'est 1 demi. C'est comme la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5. La dérivée de 1 demi x, c'est 1 demi. Donc, ce qui me permet d'écrire tout de suite la dérivée h', donc 1 demi, plus la dérivée de sinus x, c'est cos x. Ok, donc voilà, la première question, c'est d'aller chercher la dérivée de h, et on a trouvé la dérivée de h. Question numéro 2, donner le tableau de variation de h sur l'intervalle moins pi, pi. Donc on veut les variations sur moins pi, pi. Ok, sur un intervalle vraiment spécifique. Donc pour faire ça, il faut étudier le signe de h' de x. Ok, je dois étudier le signe de h' de x. Alors, signe de h' de x, je réécris la fonction h', 1 demi plus cosinus x. Alors là, tu te dis, bon, j'ai pas un trinôme, j'ai pas de fonction affine, donc je peux pas appliquer mes règles habituelles sur le signe d'une fonction affine ou le signe d'un trinôme. Comment je fais? Et bien là, tu n'as pas d'autre choix que de poser et de résoudre une inéquation. Donc on pose et on résout. On va chercher en fait directement à savoir quand est-ce que h' est négatif, par exemple. Ok, on va chercher à savoir, donc on va résoudre h' de x inférieur à 0. Ou bien, tu peux aussi chercher à résoudre h' de x supérieur à 0. Tu fais comme tu veux. Moi, je vais décider de résoudre h' de x inférieur à 0. Donc h' de x inférieur à 0, ça m'amène à 1 demi plus cos x inférieur à 0. Et ça m'amène à cos x inférieur à moins 1 demi. Donc résoudre h' de x inférieur ou égal à 0 revient à résoudre cos x inférieur ou égal à moins 1 demi. Et là, on va faire un cercle trigo. Donc je te rappelle qu'on fait notre résolution sur l'intervalle moins pi, pi. Et grâce à mon cercle trigo, je vais essayer d'identifier sur moins pi, pi. Donc je tourne comme ça, hein, de moins pi. Je tourne, jusqu'à pi. Ok, je vais essayer d'identifier pour quelle valeur de x le cosinus est inférieur à moins 1 demi. Alors moins 1 demi, en cosinus, je suis ici. J'ai deux points du cercle qui correspondent à un cos de moins 1 demi. Donc j'ai deux angles. En fait, j'ai une infinité d'angles possibles, mais dans l'intervalle moins pi, pi, ces deux points correspondent à deux angles vraiment très spécifiques. Alors celui-là, c'est moins 2 pi sur 3, et celui-là, c'est 2 pi sur 3. Donc en fait, pour être à l'aise ici, il faut impérativement que tu connaisses tes valeurs remarquables, et les cosinus et les sinus des valeurs remarquables d'angle. Et moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3 font partie, entre guillemets, des valeurs remarquables. Un élève pourrait très bien me dire, ouais, mais le point qui est ici, ça correspond aussi à l'angle 4pi sur 3. Comment je fais pour choisir? Alors, je suis complètement d'accord. Oui, ce point-là, je peux très bien dire qu'il correspond à l'angle 4pi sur 3. Mais 4pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. Ok? L'angle qui correspond à ce point et qui est compris dans l'intervalle moins pi, pi, c'est moins 2pi sur 3. Du coup, moins 4pi sur 3, 4pi sur 3, pardon, je ne le prends pas en compte. Donc maintenant, on va analyser le fait de dire que cos x doit être inférieur à moins 1 demi. Cos x inférieur à moins 1 demi, c'est-à-dire que cos x, le cos x qui m'intéresse, il est ici. Quels sont les points du cercle dont le cos va être là où j'ai assuré en rouge? Bah, c'est tous ces points-là. Et tous ces points-là, ils correspondent à l'intervalle moins pi, moins 2pi sur 3. Et puis j'ai aussi tous ces points-là qui correspondent à des angles compris entre 2pi sur 3
et pi. Donc ça veut dire que pour tous les angles x compris entre moins pi et moins 2pi sur 3, et tous les angles x compris entre 2pi sur 3 et pi, tu auras cos x inférieur à moins 1,5, c'est-à-dire h' de x négatif. Donc ça, on va pouvoir en fait le mettre dans un tableau qui va résumer ce que je viens de te dire. Et tu vas voir que c'est suffisant de dire tout ça pour conclure globalement sur le signe de h' dans l'intervalle moins pi, pi. Tu vas comprendre pourquoi. Donc là, je vais placer les valeurs particulières moins 2pi sur 3 et 2pi sur 3. Et 1,5 plus cos x. Voilà. Donc on a dit que 1,5 plus cos x était négatif quand cos x était plus petit que moins 1,5. C'est-à-dire quand x était compris entre moins pi et moins 2pi sur 3. Donc quand x est là, entre moins pi et moins 2pi sur 3, 1,5 plus cos x est négatif. Donc je mets un moins. Et aussi quand x est compris entre 2pi sur 3 et pi. Ok, donc quand x est là, 1,5 plus cos x est négatif, donc je mets un moins. Et 1,5 plus cos x est négatif uniquement, sur intervalle moins pi, uniquement quand x est là, entre moins pi et moins 2pi sur 3, et là, entre 2pi sur 3 et pi. Du coup, qu'est-ce qui se passe entre moins 2pi sur 3 et 2pi sur 3? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passe pour tous les angles correspondant à tous ces points? Bah, il se passe que le cosinus est plus grand que 1,5, que moins 1,5, pardon. Et donc, du coup, il se passe que 1,5 plus cos x est positif, donc h' est positif. Hop, plus. Donc h' qui est directement égal à 1,5 plus cos x, h' possède les mêmes signes. D'accord? Et puis du coup, j'en déduis les variations de h sur l'intervalle moins pi, pi, donc décroissante, croissante, décroissante. Et après, on va préciser quoi dans le tableau? On va préciser éventuellement les valeurs des extrémums. On va calculer les images, quoi. On va calculer h de moins pi. Alors h c'était x sur 2 plus sinus x, tu te souviens? Donc h de moins pi c'est moins pi sur 2 plus sinus moins pi. Sinus moins pi ça fait 0, il te reste moins pi sur 2. H de pi, ça va faire pareil, pi sur 2 plus sinus de pi. Et sinus de pi ça fait 0, donc il va rester pi sur 2 cette fois-ci. Et puis après tu peux aussi calculer h de moins 2 pi sur 3 et puis h de 2 pi sur 3. Ok, et puis tu compléterais ici. Voilà, donc ça c'était pour les variations de h sur l'intervalle moins pi, pi. Maintenant, troisième question, étudie la parité de h, donc en utilisant les propriétés du cours à connaître sur la parité. Alors, pour étudier la parité, il faut exprimer h de moins x et voir ce que je peux conclure. Alors, h de moins x, c'est moins x sur 2 plus sinus moins x. Ok, je te rappelle que h de x, c'est x sur 2 plus sinus x. Donc h de moins x, je remplace x par moins x. D'accord? Et puis là, il faut aussi se souvenir de cette propriété de la fonction sinus, que sinus moins x égale moins sinus x. Donc là, mon sinus moins x, je vais le remplacer par moins sinus x. Donc j'en suis là. Ligne que je peux écrire tout simplement, moins x sur 2, moins sinus x. Et puis, à cette étape, je vais me dire, ah tiens, je vais factoriser par moins 1. Et puis, ça me fait moins 1 facteur de x sur 2 plus sinus x. Ok? Sauf que là, tu reconnais qui? Bah, tu reconnais h de x. Du coup, moins 1 fois h de x. Donc, h de moins x égale moins 1 fois h de x. Autrement dit, h de moins x égale moins h de x. Et avec cette relation-là, en ayant prouvé que deux antécédents opposés, tu vois, moins x et x sont deux antécédents opposés, ils ont des images opposées parce que h de moins x, c'est moins h de x, alors je peux déduire que h est une fonction impaire. Ok? Donc du point de vue de sa parité, h est une fonction impaire. Et comme elle est impaire, la courbe CH admet
l'origine O comme axe, comme centre de symétrie. Comme centre de symétrie. L'origine O du repère. Hein. En gros, tu as une symétrie centrale de centre O. Voilà. Et symétrie centrale pour la courbe CH. Ok. Donc on peut même s'amuser à faire des constructions de courbes en utilisant cette histoire de symétrie. Voilà pour cet exercice. Donc tu as vu que la particularité de cet exo, c'est de savoir étudier le signe de la dérivée. Et pour faire ça, il faut que tu saches te repérer sur le cercle trigo. Donc ce que je t'ai montré ici. Voilà, le repérage sur le cercle trigo, le fait de poser par toi-même l'inéquation, puis la résoudre en repérant sur le cercle, c'est vraiment ça qui est très important à savoir faire sur une étude de fonction trigonométrique. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à le diffuser autour de toi comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!